Et bonjour à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle émission de Radio Theria. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet tout à fait passionnant. C'est un sujet dont tout le monde parle dans la cybersécurité. Exegol, né comme une boîte à outils destinée aux experts du pentest, il s'est rapidement imposé comme une référence en simplifiant l'accès à de dizaines d'outils. Mais derrière ce succès, beaucoup de questions. Qui est son inventeur? Pourquoi avoir lancé Exegol? Comment se sont faits les choix d'intégration des outils? Alors, peut-on imaginer un futur où un seul outil unique démocratisé serait capable de tout faire? Dans un monde où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans la cyber, où chacun cherche sa place dans l'infosec, Exegol cristallise ces débats et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est accompagné de Shutdown. Bonjour, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter? Salut, avec plaisir. Merci pour l'invite. Déjà, j'ouvre une parenthèse qu'on traitera peut-être plus tard. Je ne suis pas seul sur ce projet. Une des raisons pour lesquelles ce projet aujourd'hui porte et intéresse, c'est parce qu'on est plusieurs, dont certains qui ont un très bon cerveau qui marche très bien, mais surtout une communauté derrière d'utilisateurs et de gens qui font des recommandations, des contributions. On en parlera peut-être plus tard, mais voilà, il y a peut-être une idée d'une invention derrière, mais qui est peut-être pas la plus originale du monde. Mais derrière, dans son application, c'est surtout la communauté, je pense sur laquelle il faut recentrer le débat. Écoute, pour me présenter rapidement, donc Charlie Brombert, ou plus communément connu sous le nom de Shutdown pour les plateformes, les réseaux sociaux, etc. Certains me connaissent parfois au travers de conférences que j'ai pu faire à Le Hack, Norsec, Insomniac ou ce genre de conférences-là. D'autres par des outils que j'ai pu faire ou auxquels j'ai pu contribuer en open source. Je pense donc Exegol évidemment, donc Hacker Recipes aussi, The Hacker Recipes. Alors, j'ai aussi contribué à certains projets, Impacket, Bloodhound par exemple, CrackMap Exec, je crois que ça m'est arrivé une fois. Et puis sinon, au-delà de ça, aujourd'hui, je suis indépendant à 100% en audit, conseil, formation en cybersécu. Et avant ça, j'étais responsable de la service line pentest en France pour Capgemini. Donc, tout ce qui concerne les activités de test d'intrusion pour ce territoire, hormis la partie opérationnelle, peut-être qu'on en parlera un peu après, après un parcours de stagiaire into pentester, into team leader, into ce rôle-là. Putain, trop bien, ça me fait du parcours en tout cas. Ouais. Et justement, moi ça m'est venu une première question là. Qu'est-ce qui t'a fait un peu partir sur ce côté un peu plus freelance, être un peu plus tranquille, etc. Alors, tranquille n'est pas le mot que j'emploie. Ouais. Tranquille n'est pas le mot que j'emploierais. Créer des trucs. J'aime bien créer des trucs. Je pense qu'on le voit au travers des confs ou des outils. Il y a une idée et on essaie de lui donner vie. Alors, soit de lui donner vie au travers d'une conférence et quelque part, c'est un produit fini. Alors, certes, c'est pas un logiciel, c'est pas un service, mais la conférence, je la vois vraiment comme ça. J'aime bien la délivrer et je le vois vraiment comme un truc que j'essaie de polir un peu jusqu'à la fin, qui peut avoir différentes formes. Ça peut être un truc hyper travaillé, comme quelque chose de très improvisé, où il y a différentes formes à ça. Je le vois un peu là-dedans. Une idée, une envie de créer cette connexion-là. Et puis sinon, sur le reste, plus communément appelé produit ou outils, solutions, scripts, que j'ai pu faire à plein de reprises dans cette grande communauté open source. Et en fait, au final, je me suis dit que c'est ce que j'aimais faire. Et pourquoi pas en faire mon job. Trop bien. Et alors, pour cette partie, moi, qui va peut-être un petit peu plus me concerner sur la partie business notamment, et après on fera un deep dive sur la partie technique, si ça te va, Hugo. Carrément. Le truc qui me venait sur Exegol notamment et sur la partie produit, comment toi tu te positionnes aujourd'hui dans l'écosystème tech, cyber, au sens start-up, produit qui se développe? On voit régulièrement chaque année sortir le radar de Wavestone sur toutes les startups cyber, etc. Il est de plus en plus gros. Donc, il y a quelques articles qui sortent en disant qu'il y a un trop plein d'outils, un trop plein de startups dans l'écosystème. Comment toi, tu te positionnes par rapport à tout ça? Ton ambition par rapport aux autres acteurs, aux autres outils? C'est quoi un peu l'objectif et comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors, déjà, sur ce radar, aujourd'hui, on n'y est pas. À ce que je sache, je ne crois pas qu'on y apparaisse aujourd'hui. On est trop récent pour ça. Exegol, en tant que projet, existe maintenant depuis 5 ans. Depuis 2020. Mais en tant qu'entreprise, parce qu'en fait, cette solution qui a été créée au départ open source et gratuite est aujourd'hui toujours open source à 100%. Mais on a rajouté une offre pro, une offre entreprise, et on a créé une entreprise autour de ça, et on espère un business model qui tiendra. Et ça date d'il y a 3 mois, 4 mois. C'est trop récent pour apparaître sur ce genre de radar-là.
Si je devais me positionner, ce ne serait pas simple de se positionner là-dessus, puisqu'aujourd'hui, généralement, quand on se positionne aussi par rapport aux concurrents, par rapport à des marchés qui existent. Nos concurrents, on n'en a pas 50. Ok. On a des projets concurrents, mais qui ne sont pas pour autant des produits ou des entreprises. Aujourd'hui, on est sur l'écosystème tel qu'on le connaît. On va avoir des Kali Linux, Parrot, Black Arch, etc. Mais qui n'ont pas notre business model, qui ne sont pas structurés comme nous et qui ne cherchent pas à apporter la même valeur. Et donc, en fait, aujourd'hui, des concurrents, réellement, on n'en a pas vraiment. Ok. On n'a pour autant pas apporté sur la table quelque chose de foncièrement nouveau. Et c'est pas un business aujourd'hui. Donc, sur ce radar, on se positionnerait probablement comme un éditeur logiciel, fournisseur de solutions un peu tout en un, bien que, on en reparlera plus tard probablement, grand nombre des outils qu'on inclut ne font pas partie réellement de la valeur ajoutée qu'on pense vendre, mais plutôt que l'environnement dans lequel on les met à disposition. C'est ça qui fait, selon nous, la valeur. En réalité, du coup, eux ne sont même pas dans ce radar parce que ce ne sont pas des produits, mais au final, on se retrouve comme étant un éditeur logiciel qui met à dispo une solution tout en un peu multimodulaire, mais qui met à disposition ce système un peu offensif ou pour de l'OSINT également. Je ne sais pas s'il y a une catégorie de ce radar qui est faite pour ce genre d'acteurs-là, mais on devrait probablement rentrer dans ce cadre, je pense. Et génial, franchement, ça répond exactement à ma question. Et j'avais une deuxième question, Hugo, si tu me permets. Mais bien sûr, je t'en prie. Qui fait suite à la question d'Hugo sur la transition que tu as eue, l'envie. C'est bien les questions de business, hein, donc faut y aller. Ouais, ok. Bah, écoute, moi, donc je vais mêler en vrac plusieurs types de questions. Il y en a une qui me vient immédiatement parce que je l'ai vécu, je le vis peut-être encore un peu. En passant de Cap, où tu avais des grosses responsabilités, mais une grosse structure derrière, et finalement, la boîte tourne, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin des individualités et on n'est pas indispensable. Aujourd'hui, tu es ton propre moteur. Hein. Comment tu gères un peu ces passages d'une société où tout tourne? Évidemment, tu as une prise d'initiative à avoir, tu fais des avancées. Aujourd'hui, c'est toi le moteur. Donc, la gestion du stress, qu'il soit financier ou qu'il soit opérationnel. Comment? Le scope aussi. Le scope, exactement. Comment tu gères ton temps? Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu as géré un peu cette transition? Parce que je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui ont des envies entrepreneuriales de notre côté. Vraiment. On les incite à attendre pour avoir une petite expérience en CDI et un réseau, une manière de s'organiser. Comment tu as géré cette transition en t'organisant toi au niveau stress opérationnel? Alors, déjà, première chose à savoir, pas des moindres, je suis pas seul dans cette aventure-là. J'ai un cofondateur avec moi qui s'appelle Mathieu, a.k.a. Dramlac, qui joue un rôle prépondérant dans cette entreprise, puisque j'ai pas seul sur mes épaules la responsabilité de cette boîte. On est deux à la partager, et donc quelque part, on est deux à s'entraider aussi dans cette activité, bien qu'on ait chacun un peu nos prédispositions, nos affinités. On se serre les coudes. Quand il y en a un qui n'est pas dispo, l'autre prend. Bien qu'on soit jamais à 100% indispo, ou voire même à 100% dispo. Du coup, le fait de pouvoir être à deux là-dessus aide énormément. Ça nous apporte, je pense, beaucoup de stabilité et nous permet de confronter l'un l'autre beaucoup notre point de vue. Quand on va adresser un client, un business model, on a envie de tâter tel terrain. Le fait qu'on soit deux aide. C'est monstrueux. Parce qu'on va aller avoir un écho, un retour par rapport à une pensée, une philosophie. Et parfois on se trompe, parfois on a raison. Personne ne détient la vérité vraie, mais ce qui est sûr, c'est qu'à deux, il est moins probable qu'on fasse des erreurs. Ou en tout cas qu'on aille vraiment faire n'importe quoi. Ensuite, sur la question de la transition, c'est une excellente question. J'ai pas eu de coupure brute entre Cap et ce que je fais aujourd'hui. Ça s'est fait plutôt de façon transitoire. En 2020, j'ai créé une auto-entreprise pour faire ça et là quelques petites missions pour des clients très complémentaires à Cap. C'était vraiment, j'adressais pas du tout la même population. C'était pour faire des petites missions, travailler avec des écoles, des trucs comme ça. Et en fait, ça m'a appris petit à petit à me gérer, à comprendre ce que c'est que ce scope quand on est à son compte, à savoir juste la comptabilité, écrire des contrats ou être capable de les relire, être capable de lire, éditer un devis, une facture. C'est tout bête, mais en fait, petit à petit, les choses s'accumulent. Et quand on doit traiter avec les impôts, l'URSSAF, le contrat, le client, ça commence à faire.
Et ça, j'ai commencé en 2020, en fait. Et donc, du coup, l'aventure Exegol, dans son entreprise qui s'appelle Execorp, a commencé réellement en juin. On l'a publiquement annoncé en juin. En réalité, ça a été un travail d'à peu près 1 an. Ça faisait 1 an qu'on préparait ça et qu'on essayait de ficeler un peu comment on va aller modéliser un peu notre business. Et donc, en réalité, cette auto-entreprise pendant 4 ans, plus moi, j'ai mes activités à mon compte d'audit, de conseil, formation, plus le temps de se donner le temps de chercher, de tâter le terrain un peu sur comment on va aller bosser, en fait, nous a donné une période de transition. Et ça a fait que cette coupure n'était pas brute. Après, ça reste difficile. Parce que du jour au lendemain, on doit traiter avec un avocat qui va nous coûter une certaine somme pour je ne sais quel sujet. Puis ensuite, on va créer des statuts. On n'a jamais lu ça de notre vie. On ne sait pas trop quels sont les impacts de ça. Donc, faut quand même aimer se lancer dans le vide et pas trop savoir comment on va retomber parfois. Et tu as des exemples de grosses galères que tu as eues dans l'aventure entrepreneuriale? J'imagine que ça en a pas mal, mais... Les aventures contractuelles, Ouais, ça, je suis d'accord. à la limite. Chaque société est faite différemment. Certains sont des gros paquebots qui ont des conditions générales de fait. D'autres sont beaucoup plus flexibles. Mais pour autant, parfois, vont vouloir avoir certaines conditions, vouloir le formaliser d'une certaine manière un peu surprenante. Donc, quand on fait du business comme ça avec des boîtes, on est 2, voilà, à minima. Et donc, on doit trouver quand même ce juste milieu et se mettre d'accord et ensuite le formaliser dans un contrat. Pour moi, il y a plein de trucs qui ont été difficiles, mais ça a été un des points où on s'est dit, mais mince, lui, il sait ce qu'il veut. Moi, je sais ce que je veux. On est tous les deux d'accord sur ce qu'on veut, mais on n'arrive pas à le formaliser. C'est quand même assez curieux. Donc ça, c'était le premier point. Et sinon, l'autre point, c'est, je pense, la partie business model et le lancement de ce produit. Exegol, ça fait 5 ans que ça existe. Pour autant, jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas vraiment ce qui allait se passer quand on allait annoncer le fait qu'on allait rajouter une offre pro, qu'on allait rajouter une offre entreprise. On savait qu'il allait avoir quelques réticences, qu'il allait avoir des heureux, mais quelques réticences aussi chez les gens qui avaient l'habitude de l'utiliser gratuitement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, puis on est en train de prendre un pari là sur certaines choses, on va rester totalement open source, mais ça implique donc qu'on est plus facilement bypassable techniquement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a raison de faire ce call-là? Voilà. Donc, c'est se lancer dans le vide. Et tu sais quoi, je passerai même le contrat en position numéro 2. Pour moi, le plus dur, c'est de ne pas savoir. C'est de se dire, j'ai une conviction, j'ai quelques éléments, quelques stats qui vont peut-être dans mon sens. Mais en fait, jusqu'à ce que tu le lances, tu ne sais pas ce qui va se passer. Si ça se trouve, tu te trompes complètement. Si ça se trouve, tu as raison. Et il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est d'y aller. Et ça, c'est rude. Je poursuis, Hugo. J'adore, mais en fait, moi, j'ai vraiment pas besoin d'être là. Hein. Parce que il y a un point que je trouve super intéressant dans ce que tu relèves, Charlie, sur le lancement. Ouais. Donc, c'est dur. C'est dur. Je suis d'accord avec toi. Et il y a un point que je trouve assez intéressant. Je sais pas toi, mais moi, j'ai beaucoup de potes qui sont pas trop dans le secteur cyber. Ouais. Et donc, quand je leur explique certaines spécificités, ils me disent souvent oui, non, mais toi aussi, c'est spécifique, moi aussi, machin. Un point que j'essaie de leur expliquer, c'est qu'il y a un truc que je trouve à la fois très noble et en même temps complexe dans le secteur. C'est comme dans l'entreprise, la cyber n'est pas un investissement qui ramène de l'argent, etc. Je trouve que c'est dur d'annoncer un projet qui a vocation entreprise, entrepreneuriale et donc structurellement à gagner de l'argent, c'est normal. D'autant que toi, ça a été un projet, comme tu le dis, qui a beaucoup d'histoires entre guillemets gratuites et communautaires. Donc ce passage sur un modèle payant, comment ça a été reçu? Est-ce que par l'écosystème cyber, le secteur, tu as eu un moment où tu t'es dit c'est pas faire les retours, quoi, genre. C'est la question qui nous a travaillé tous les jours jusqu'à ce qu'on sorte. On s'est dit comment ça va être reçu. Parce que nous, on croit profondément dans le fait que ce qu'on fait, on le fait pour les bonnes raisons et on le fait bien. Après, les autres sont d'accord ou pas, quoi. Et entre guillemets, y croient ou pas. Donc, il n'y a pas de poudre aux yeux ici, mais pour autant, quand tu essayes de le vendre, tu essayes quand même d'avoir un exercice de communication et de dire, voilà nos tripes, voilà pourquoi on le fait et voilà comment on le fait. Et pour autant, une fois que ça s'est fait, tu as quand même des mécontents. Bon. J'ouvre une parenthèse quand même sur un truc avant, c'est que l'histoire de ce projet, elle a été gratuite pendant 5 ans pour les utilisateurs.
Bien sûr. Non, pardon. Ouais. Et non, mais et nous, on le répète tout le temps. Oui, ce projet a été gratuit. Pour vous, pour les utilisateurs, pas pour nous et les contributeurs, mais surtout pour nous. Il nous a coûté énormément de temps, mais énormément de temps. Il nous a coûté de l'argent. Il m'a physiquement coûté de la place chez moi quand il a fallu foutre 2 petits serveurs. C'est pas grand chose, mais bon, si tu veux, je vis pas dans un palace non plus. Physiquement, probablement quelques points de vie aussi, parce que c'est ça. C'est un investissement complet. Et tous ceux qui ont fait de l'open source dans leur vie savent ce que ça coûte d'être créateur ou contributeur de ce genre de choses. Donc, gratuit, oui, mais d'un point de vue. Et d'une autre, il fallait urgemment qu'on trouve une solution à ça, parce que soit on trouvait une solution pour que ça ne nous coûte plus autant, soit le projet mourrait. Ouais. En fait, c'est pas compliqué. C'est ce qui se passe pour tous les autres projets. Ça finit par crever à un moment. Dans un domaine comme le nôtre, qui est si niche, on n'a pas le poids d'une Linux Foundation, d'un Wikipédia, etc. On n'a pas ce poids-là. Donc, faire de la donation et tout, c'est compliqué. Et par ailleurs, deuxième parenthèse dans la parenthèse, j'ai un autre projet qui s'appelle The Hacker Recipes, qui est un ensemble de guides méthodologiques, théoriques, pratiques sur Active Directory web, principalement. Ça, moi, je pars du principe, j'ai une forte conviction sur le fait que la connaissance doit rester gratuite. Et donc, il n'y avait pas, et il n'y a toujours pas de projet de rendre ça payant, de le foutre derrière un paywall. Mais il y avait quand même l'optique d'essayer de le rendre à l'équilibre, d'essayer de trouver un moyen. Comment on a fait? De la donation, de la publicité, de permettre à des entreprises d'avoir leur pub et tout. Je fais un saut directement à la fin de l'histoire. Il n'est pas flat. Il nous coûte de l'argent. Okay. Je vais arrêter de dire nous, il me coûte de l'argent. Il me coûte du temps, bien moins maintenant, parce que je me suis un peu aligné avec ça. Et donc, si on le rapporte au projet Exegol, je n'entrevoyais pas la possibilité de passer moins de temps sur ce projet, parce que ce projet demande beaucoup plus de temps qu'un Hacker Recipes, qui peut beaucoup plus vivre par la contribution communautaire. Donc au final, sur Exegol, on n'avait pas le choix. C'était soit il mourait dans les 5 ans, et 5 ans, je suis gentil, soit on trouvait une solution pour qu'il soit, idéalement, qu'il reste le plus gratuit possible, le plus ouvert possible, mais qu'il ait un sens. Et je reprends ta phrase, qu'il fasse de l'argent. Parce qu'à un moment, on va parler français, s'il ne fait pas d'argent, comment on peut espérer y passer du temps et recruter quelqu'un et payer quelqu'un pour qu'il fasse du bon travail? C'est très compliqué. Et donc, on s'est dit, jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas, en fait, comment ça va être réellement reçu. Ce qu'on sait, c'est que, 1, il faut que ça change, et vite. 2, nous, on a plein d'idées pour que ça aille beaucoup plus loin. Et si on arrive à mettre en place un business model qui marche, ça va nous permettre d'aller chercher ces idées-là, alors que ça fait 3 ans qu'on patauge pour déjà le maintenir et rajouter parfois une feature ou deux. Alors que là, si on a un truc qui marche, on va aller vraiment chercher ces nouvelles features et ces nouveaux produits. Et 3, on est sûr de ce qu'on fait, on est sûr des raisons pour lesquelles on le fait. Alors après, soit les gens sont d'accord, soit ils sont pas d'accord. Mais avec ces 3 raisons-là, on a globalement la bonne recette qui nous fait dire qu'il faut qu'on le fasse comme ça. Et donc, en fait, on n'a pas vraiment laissé le choix. Okay. Et on s'est dit, on le lance. Et enfin, donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on le lance, on verra bien ce que ça va donner. Le seul moyen pour le savoir le plus tôt possible, c'est de le lancer. C'est ce qu'on a fait. Et quand on l'a lancé, on a eu globalement 3 types de retours. Une population qui disait pas grand-chose, qui était la majorité. La population des utilisateurs avertis qui trouvaient l'initiative intéressante, c'est-à-dire ok, j'entends le truc, je comprends, le business model, ça change des trucs qu'on a pu voir par le passé qui se sont cassés la gueule, et en même temps, c'est pas full capitaliste non plus, et on va tout close sourcer. Il y a une cohérence, et puis on a écrit tout un blog post qui explique le fond de notre pensée, et globalement, on ne peut pas mentir sur les raisons qui nous poussent à le faire et comment on va le faire. Pour l'instant, vous êtes les seuls actionnaires du... Ah oui. Ouais. Okay. Et parce qu'on n'a pas... pas forcément besoin de... On y reviendra, mais en fait, on a besoin aussi de se synchroniser sur ce projet. C'est-à-dire que soit ce projet fait sens tel qu'il existe aujourd'hui avec sa communauté d'utilisateurs gratuits et payants, et auquel cas on va voir où ça nous mène, et ça va évoluer, soit il ne fait pas sens, et à ce moment-là, ça serait une hérésie que d'aller chercher du financement externe, et donc de le faire vivre à coup de perfusion, en fait. Parce que ça veut dire qu'il n'y aurait pas de cohérence à ce produit. Donc d'abord, on va chercher une cohérence, et ensuite, une fois qu'on aura prouvé, ou pas, mais une fois qu'on se sera mis d'accord sur le fait, ah oui, ok, il y a une cohérence, alors à la limite, si on a besoin d'aller investir grandement, si on a besoin d'aller recruter et qu'on n'a pas encore l'argent,
on ira le chercher. Mais jusqu'à présent, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Et donc, à la fin, il y a eu quand même une minorité d'utilisateurs, et c'est souvent la minorité la plus volubile, qui a été opposée à ça, à dire « je ne suis pas d'accord, vous ne devriez pas, ou vous devriez faire ou ne pas faire un tel ou un tel ». Mais souvent, la réponse, souvent ce qui a été abordé là, en fait, a déjà été dans notre réflexion à un moment, et a été balayé ou pour certaines raisons. Et en fait, régulièrement, quand on aborde avec ces personnes-là « ok, je comprends, mais qu'est-ce que tu ferais à notre place ? Voilà, nous, les blocages que nous on a rencontrés, et voilà les histoires qu'il y a eu par le passé d'autres entreprises qui ont fait ce que tu décris là, et ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on fait ? Là, dans ces cas-là, il y a 2 cas. C'est soit la personne dit, en fait, à bien y réfléchir, je comprends le truc, je suis d'accord ou pas, mais je comprends, à minima, soit il répond plus. C'est super intéressant, et oui. évidemment, pour aller dans le sens de Charlie, il y a un autre point, je trouve, en plus, qui est parfois pas abordé, c'est le côté... À partir du moment où tu dépends de tes utilisateurs au sens financier, ça t'oblige à être en avance de phase dans le renouvellement de tes features, dans le renouvellement de ton produit. Et donc finalement, c'est même quelque chose qui est plutôt bien pour l'utilisateur. C'est-à-dire que toi, tu vas être maintenant orienté utilisateur et pas juste te dire c'est un projet cool, je vais le faire évoluer dans le sens que je veux parce que c'est mon truc, quoi. C'est ça. Tu dépends de tes utilisateurs et donc tu es là pour les servir. C'est ce que je veux dire par la synchro. Ouais, exactement, je suis d'accord. Ouais, je vais donner un exemple concret. Aux US, tu vas au resto, tu es content du service, tu payes un type. Tu n'es pas content du service, tu payes un type, mais plus faible. Tu n'es vraiment pas content du service, tu payes pas de type. Mais le type fait partie de la rémunération du serveur, de la serveuse. Ce qui fait que eux, serveurs, serveuses, sont orientés clients. Chez nous, tu n'es pas content du service, tu n'as pas de manœuvre. Toi, en tant que client, tu n'as pas de manœuvre. Ce qui fait qu'ils sont parfois moins orientés clients. Et on le voit chez certains restos. On se dit, globalement, la clientèle, c'est pas ce qui les intéresse le plus. Alors que c'est ce qui les fait vivre. Nous, ça ment pas. C'est-à-dire que nos utilisateurs, ils sont pas contents, ils payent pas. Fin. Et donc, du coup, on s'est dit que c'était la meilleure façon de nous synchroniser. Vu qu'on y passait énormément de temps et qu'on n'en tirait rien et que ça nous coûtait purement, on s'est dit, OK, on va faire ça. On va le sortir avec des offres pro et entreprises. Et là, de 2 choses l'une. Soit ce qu'on fait a du sens, et auquel cas, il va y avoir des utilisateurs payants, pro, entreprise, donc B2C, B2B, etc. Soit c'est pas le cas, et en fait, ce qu'on pense apporter comme valeur, on se trompe. En fait, on était là, mais sans être là, on n'apportait pas vraiment de valeur. Auquel cas, les gens n'investiront pas dans ce projet, ne paieront pas ses licences, etc. Auquel cas, le signal est clair. Il ne faut pas qu'on y passe tout notre temps. En fait, c'est ça notre point. On avait besoin de se synchroniser avec notre communauté. Mais si notre communauté nous envoie le signal que j'aime le produit, j'aime ce que vous faites, et je crois dans le fait que voilà, sur 5 ans, vous avez fait des trucs vraiment bien, je crois dans le fait que dans les 5 ans à venir, vous allez faire des trucs de fou, et c'est ce que nous, on croit au plus profond de nous-mêmes, s'ils croient ça, et qu'ils vont payer cette licence, qu'ils vont faire en sorte que leur entreprise soutienne ce projet, etc., alors là, de toute évidence, il faut qu'on continue d'y accorder notre temps. C'est ça qu'on recherchait comme synchro, parce qu'on sentait qu'on était complètement débrayé. Enfin, on n'était pas sur la même roue que notre communauté. On sentait que ce qu'on faisait avait du sens, ça leur servait, et c'est génial. On est en conférence, les gens disent merci pour le projet, etc. C'est super cool. Et sauf que nous, ça nous coûte. Et on se dit, mais c'est pas possible. Enfin, faut qu'on essaye de se synchroniser, quoi. Donc c'est ce qu'on a fait dans un modèle qu'on pense être bon, où l'offre gratuite permet de faire à peu près tout. Par contre, si tu l'utilises dans un contexte professionnel, alors il faut une licence. Et si tu veux aller plus loin, bénéficier de plus de features ou plus tôt que les autres, alors il faut une licence. Ou alors, si tu veux aller encore plus loin, alors là, on parle de la partie entreprise, on fait limite des trucs team, rôle, des fonctionnalités typiques, plus entreprise ou plus privé. Et pour l'instant, ça fait que 4 mois. Ouais. Mais pour l'instant, on est super content de comment ça se déroule. Ok. Ouais, moi, je m'étais trompé sur certains trucs. J'avais pris quelques paris, je m'étais trompé. Mais au final, la trajectoire est très bonne. Et je suis très content de ça. Écoute, ça fait très bonne transition avec ma dernière question. Et je te promets, Hugo. Je n'aurai pas le droit à une seule question. C'est évident. Je termine, ça m'intéresse même. Oui, mais pas de problème. Parler de trajectoire depuis 4 mois. Oui. Là, aujourd'hui,
Ça représente quoi en termes de nombre d'utilisateurs Ouais. Tu as quelques métriques à nous donner pour qu'on se rende compte un peu de l'ampleur? Ouais, alors les métriques, alors le nombre d'utilisateurs, je ne l'ai pas. Ce que je sais, parce que je me concentre plus sur cette métrique-là aujourd'hui, c'est ce qui me demande le plus de temps au quotidien, c'est les échanges qu'on a en B2B, parce que la plupart des entreprises qui ont des besoins nous sollicitent directement plutôt que de passer en autonomie sur la plateforme de paiement, tout ça. Donc c'est ce qui me parle le plus. Aujourd'hui, on a sorti en juin à peu près. On est donc début/mi-septembre. On a comme client 2 maisons de luxe, un client dans l'aviation, de la banque, de l'assurance et de l'ESN. Depuis juin. Depuis juin. Ok. Et moi, je vois ça, je me dis, mais c'est génial. Alors, on n'est pas au chiffre, c'est-à-dire qu'on a un objectif de chiffre d'affaires pour que la boîte soit OK, soit à l'équilibre. On n'y est pas. Mm. Mais ça fait 4 mois. Donc, je ne cherche pas à être à l'équilibre au bout de 4 mois. Mais la trajectoire, pour l'instant, m'indique qu'on est bon. Et que si ça continue comme ça pendant les prochains mois, ça va bien se passer. Donc là, en 4 mois, indique que c'est positif. parce que là, vu les secteurs dont tu parles, on parle pas de petites PME, on parle de non, boîtes qui ont des grosses non, non. structures. Et ce qui d'ailleurs nous a mis dans le... Je savais pas qu'on allait le traiter aussi vite, mais qui nous a fait traiter très tôt avec des resellers, ce qu'on pensait pas à faire de suite, mais qui est un truc très européen. On s'en est rendu compte par la suite, où on avait des resellers qui nous contactaient en mode on veut X licences pour Y clients, pas de bonjour, pas de bonsoir, rien du tout, bonne journée. Ah, d'accord. Et puis très clac, 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 ça va Ok. au but, ok, bon, ça marche, et ben, voilà votre devis, ok, ça passe. Bon, d'accord. Je pense que dans la communauté, personne ne l'attendait, mais Charlie va finir à faire des dîners avec des resellers. Mais ça va être incroyable. Non, mais par ailleurs, c'est impressionnant parce que sur une période qui n'est pas normalement propice à des lancements Pas du tout. avec l'été. Pas du tout. Non. Ok. Et c'est pour ça que je dis que c'est une trajectoire qui est bonne, Ouais, franchement. parce que compte tenu de la période de juillet-août qui est généralement plus molle, j'avais des périodes où j'étais un peu indispo et je voyais des mails tomber. Oh, génial. Trop bien. Oh, trop cool et tout. Et ça sans parler de la partie B2C où j'ai pas les stats en tête, mais on a, je veux pas dire de bêtises, mais on a plusieurs. On doit avoir peut-être 150, un truc comme ça, je pense, personnes en individuel. Ok. Donc ça, cumulé au nombre de licences entreprises, nous porte à croire qu'on est dans la bonne direction pour faire en sorte que dans 6 mois, 1 an, la boîte ait du sens. En tout cas, et je termine là-dessus, Hugo, c'est plus par une remarque, par une question, c'est pour faire écho à des choses qu'on a vues. Si j'en suis sûr, nos étudiants nous écouteront. C'est un peu plus que ce qu'on appelle un POC, qui est un prof. Non, mais Je pense qu'on est un peu loin du POC, oui. Non, mais franchement, c'est ce genre de moment où, vu le tampon cyber, les profils que vous avez, je suis sûr que vous pourriez aller voir des VC. Écoute, c'est une autre histoire j'espère, personnelle, quoi. mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais. Parce que, comme je te dis, moi, je suis en recherche de cohérence. J'ai besoin de savoir si le projet sur lequel on est sur le projet sur lequel on a passé le plus clair de notre temps perso ces 5 dernières années, et depuis qu'on est à notre compte, Mathieu et moi, le plus clair de notre temps pro, j'ai besoin de savoir si on a raison de faire ça. Moi, je le crois vraiment profondément. On a une roadmap qui nous intéresse de dingo. On a vraiment plein d'idées de fou. Mais pour faire ces idées, il faut que cette boîte elle ait du sens. Il faut qu'on puisse y accorder du temps. Il faut qu'on puisse engager des gens. Donc mon rêve, c'est dans 1 an qu'on puisse faire notre premier recrutement. Tu vois. Ok. Puis un deuxième et se dire, ok, là, je sais pas, je le nommerai pas. On a un deuxième produit qu'on a envie de lancer. On y croit vraiment beaucoup. De se dire, ok, on y va. On peut aller au-delà. On peut aller créer ce deuxième truc. Et c'est génial. Mais pour que ça marche, enfin, il faut le tester, quoi. Il faut le tester sur son marché. Et pour ceux qui nous écoutent, c'est le conseil que je donnerais. Faut y aller. Parce que effectivement, de passer de POC à MVP, à je ne sais quoi, il y a beaucoup d'étapes, ça prend beaucoup de temps. Si je devais refaire l'histoire du lancement d'Exegol tel qu'on le connaît aujourd'hui depuis son lancement pro, on va dire, j'aurais essayé de le faire plus tôt. Pour savoir plus tôt, pour mesurer par rapport au marché plus tôt. Et parce que pendant que tu bosses comme ça, là, et que tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, c'est de plus en plus dur de bosser.
Parce que tu as une espèce de biais d'engagement qui se crée. Oui. Tu te dis, et c'est ce qui s'est passé quand on l'a lancé, on s'est dit, ça fait 1 an qu'on bosse comme des acharnés, qu'on a mis X milliers d'euros dedans, mais si ça se trouve, on se trompe complètement. Et c'est dur quand même. On s'est pas ruiné à plus pouvoir vivre, mais on s'est dit, c'est chaud quoi. Parce que si ça marche pas du tout, Ah oui, ça c'est la fin. c'est la grosse défaite. Ouais. C'est et grosse défaite, puis grosse déprime. Ouais. Et donc on l'aurait lancé. J'aurais bien aimé le lancer 6 mois plus tôt. Peut-être dans une version moins finie, parce que là on avait un super site, un dashboard nickel, un fonctionnement hyper carré dans notre base de données, interface de paiement, etc. qui remonte, qui crée les comptes. Enfin, tout était nickel. Ouais. Je pense que j'aurais, avec le recul, aimé sortir le truc un peu moins nickel, mais pour savoir, pour avoir un recul sur ce marché plus tôt et pour pas le lancer en plein milieu de l'été. Impressionnant. Franchement, je suis vraiment... Franchement, Ça, c'est l'avenir qui le dira. Hein. on espère en tout cas que ça soit un super bon avenir. Et ça me fait justement penser à un cas qui est plutôt connu. Ouais, le cas un peu CrackMap Exec. CrackMap Exec, voilà. Exec, ou plutôt Porchetta Industries, ouais. Ouais, c'est bon. Et ce qui fait que dans cette optique-là, est-ce que t'as pas peur que ça puisse se reproduire, ou est-ce que justement tu trustes les gens pour te dire, en fait, c'est pas un produit que je vous vends, c'est plus le professionnalisme qui est derrière nous, et que si vous suivez notre projet, c'est nous que vous suivez. J'entends ton point. On vend un produit quand même. Hein. Ouais, oui. Voilà, on va pas y aller par quelque chose. On vend un produit. Alors, néanmoins, pour comprendre comment j'estime que l'histoire ne se répétera pas par rapport à Porchetta Industries, il faut comprendre l'histoire de Porchetta Industries. CrackMap Exec était pendant longtemps un framework Active Directory utilisé donc par des pentesters, pour de l'offensif, etc., qui regroupait un peu plein de techniques pour faire de l'audit, etc. C'était un peu une référence quand même. Ouais. Et puis, donc ByteBleeder, le mec qui avait créé ça, est rejoint par la suite par des contributeurs, s'est dit à un moment, a fait un manifeste a créé une initiative qui s'appelle Porchetta Industries, a fait un manifeste suite à ça. Et bah globalement, quand tu regardes le manifeste, j'aurais pu l'écrire. Enfin, franchement, on était, mais avant de lancer Exegol, dans nos différentes recherches, on a regardé comment d'autres initiatives s'étaient portées, et on est tombé sur ce manifeste, on l'a lu, et j'ai vraiment eu un choc, quoi. On a préparé un blog post qui est disponible sur notre doc dans la section blog, qui explique pourquoi on a fait ce changement vers un modèle pro. Et ben franchement, en lisant le manifeste, je me suis dit, mais on se retrouve à 200% dans ce qui est écrit là-dedans. Ouais. Le gars démontre les limites de l'open source et globalement explique par A plus B que quand tu fais ce genre de projet, tu perds de l'argent, tu perds du temps, etc. Tu investis jusqu'à ce qu'en fait, tu aies d'autres... tu aies d'autres priorités qui s'imposent à toi et tu te retrouves en fait à avoir le projet qui petit à petit baisse et puis meurt, alors que toi, tu as investi des centaines d'heures, des milliers d'heures. Mais quelle déception quoi, de ce genre de... Et en fait, ce modèle, comme ça, ne marche pas. Et il fait état d'un modèle qui ne marche pas en infosec. Où globalement, les projets se créent 1, 2, 3 ans et meurent. Sauf quelques exceptions. Il y en a eu, hein. Il y en a pas mal. Mais ces exceptions, pareil, on les a traitées, sont souvent motivées par des boîtes qui les portent, qui investissent sur ces projets. Je pense à Metasploit, Bloodhound, Pincastle. Chaque gros projet qui existe encore aujourd'hui, généralement, a une explication rationnelle derrière quant au fait qu'il existe encore, quant au fait qu'il, globalement, il soit sous perf. Voilà. En fait, Porchetta, quand tu regardes, dans l'esprit, dans le constat qu'il fait, on a le même état d'esprit, mais dans l'application d'une solution, donc dans le business model qu'il trouve, c'est là où ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'a fait Porchetta Industries ? Ils ont créé une espèce d'initiative dans laquelle ils ont essayé de regrouper plein de projets, à commencer par CrackMap Exec, plein de créateurs, à dire, OK, ce qu'on va faire, c'est que chacun de ces projets va bénéficier d'un GitLab privé. Et ce GitLab privé, en fait, on va avoir des features en plus, ou plutôt, et puis on va faire bénéficier de ces features pour les gens qui payent, pour les gens qui sponsorisent. Et on va regrouper tout ça dans une grande et belle famille qu'on appelle Porchetta Industries. Ok. Pourquoi pas ?
il y a la version publique qui, elle, reste gratuite, et puis cette version privée qui, telle qu'elle était vendue dès le départ, devait revenir derrière dans la version publique régulièrement, tous les X mois. 2-3 mois. D'accord. Ok. Et puis, petit à petit, ils ont ramené des créateurs. Scalesec, par exemple, qui crée plein de trucs, des librairies, Python. Bref, ils ont regroupé plein de projets. Mais quel est le problème là-dedans? Problème numéro 1, qui est un problème technique. Le problème technique, c'est que tu te retrouves à avoir 2 bases de code. Ah, Tu as la base de code gratuite, et puis tu as la base de code privée qui évolue. Sauf que la gratuite, elle évolue aussi, puisqu'elle a des contributions et des PR. Donc tu vas avoir 2 versions qui vivent l'une à côté de l'autre, qui suivent certains embranchements. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand tu vas faire en sorte de respecter ta promesse, de dire qu'au bout de 3 mois, les features du privé reviennent dans le gratuit? Là, déjà, c'est compliqué. Ouais. Ce qui fait que ça a ralenti, c'était compliqué à gérer, c'était dur techniquement. Tu avais vraiment le GitHub gratuit, le GitLab privé. C'était vraiment un peu un calvaire pour les mainteneurs de ces projets. Problème numéro 1. Et normalement, à problème technique, solution technique, tu trouves une solution, tu gères. Mais c'était quand même un problème important. Deuxième problème. Bytebleeder, qui a créé ça, qui a créé cette initiative et qui a créé CrapMapExec, s'est retrouvé par la suite à moins créer sur CrapMapExec, à moins interagir. Mais quand il a fallu faire la redistribution de revenus, là, le truc est devenu un petit peu étrange. Et la redistribution, les gens qui étaient dans Porchetta Industries n'étaient plus tout à fait d'accord. Ok. Et là, ils se sont dit, merde, il se verse un revenu, il verse un revenu pour un autre mec, mais qui fait quasi rien. Et puis moi, est-ce que ce que je perçois, c'est faire? Donc pareil, il y avait une espèce de flou artistique sur la gestion financière qui aidait pas. Et ensuite, il y avait un autre sujet, c'est quid de la partie contribution. Tu as des gens qui contribuent dans la partie publique, une feature qui va se retrouver intégrée dans la privée payante, qui revient derrière dans la publique ou qui se fait complètement couper l'herbe sous le pied et on oublie, sauf qu'elle vient depuis la payante. Donc tu te dis, mais attends, je comprends pas. Cette feature-là dont tu parles, c'est moi qui l'ai faite il y a 2 mois. J'ai du mal à croire qu'au même moment, tu aies fait cette même feature dans le privé, dans le payant, et comme par hasard, elle revient dans le public quelques temps après, et moi, ma PR, elle se fait fermer. Compliqué. Donc en fait, dans la gestion financière, technique et communautaire, ils ont fait des foirades aux 3 niveaux. Ok. Et ça a pété de l'extérieur et de l'intérieur. De l'intérieur, ils n'étaient pas d'accord. De l'extérieur, ça marchait pas bien. C'était un peu le bordel. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a d'abord pété de l'intérieur. Et on a eu des contributeurs majeurs de CrapMapExec qui ont quitté le navire en disant, écoute, ce genre de truc, c'est sans moi, bye bye, je m'en vais. Et en fait, ça a commencé comme ça, le truc a implosé. Fin de Porchetta Industries. Ok. C'est con, parce que le constat de départ, c'est le même que le nôtre. Ça marche pas, il faut qu'on trouve une solution. Néanmoins, la solution qu'ils ont trouvée est radicalement différente de celle que nous, on a implémentée. Et on s'est servi de cette leçon comme exemple, à dire, OK, chez d'autres, il y a certaines solutions qui ont marché. Chez Porchetta Industries, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Eh ben, on va faire simple, on va pas les faire comme ça. Et puis, dans l'idée, ça va mieux marcher. Et donc, nous, tu vois, par exemple, une seule base de code. Oui, donc, déjà, ça aide. La technique, telle qu'il l'avait, n'existe pas chez nous. Ça amène un problème, c'est que tous nos checks de licence, tu peux les bypasser facilement. Oui. Et c'est là où nous, on s'est dit, on prend un pari, on espère que les gens croient dans notre solution et dans ce qu'on va faire à l'avenir pour investir ce prix de licence par mois et quelque part être contributeur du fait que Exegol va se développer. Parce que pour se développer, on a besoin de ressources. À l'inverse, si tout le monde bypass dans tous les sens, le projet va mourir. Oui. Parce que si tout le monde bypass plutôt que de payer, ça va mourir. C'est un pari. Ok. Mais ça nous a... C'est une solution simple techniquement, mais voilà, qui a un coût, disons, business model. Ouais. Pareil sur la partie communautaire, gestion des contributions, on est très clair là-dessus. Sur la partie interne, voilà, sur ça, on a défini des règles du jeu qu'on estime être correctes, faire dans l'état d'esprit open source, dans le respect des licences, etc. Open, très transparent pour les utilisateurs, les contributeurs, etc. Et on pense plus correct. Et à partir du moment où on ne fait pas n'importe quoi sur la gestion financière, et c'est ça qui a créé un peu le Bronx au départ, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et du coup, on s'est inspiré des projets qui ont bien marché pour essayer de répliquer un peu le même état d'esprit. Je prends un exemple, Bloodhound, qui pour moi est un des meilleurs exemples. Ok, C'était quelque chose de purement communautaire et aujourd'hui existe sous 2 versions.
D'ailleurs, ils ont fait ce merge de code et ils sont maintenant revenus sur une seule et même branche. Comme quoi, on s'est inspiré d'eux sur ce cas-là. Aujourd'hui, ça marche et on a beaucoup de choses dans notre modèle qui ont été repris de ce modèle-là.